Ok, bon, je vois que vous avez arrêté d'arriver, donc je vais commencer. Alors, cette question a été proposée. Et qu'est-ce et les résultats envoyés, les réponses envoyées sont celles-ci. Herpès virus, oui, correct. C'est la grande spécialité des herpès virus d'installer une infection latente. Polyomavirus, non. Adénovirus, non. Baculovirus, non. Parvoviridae, oui. Je ne l'ai pas dit, mais souvenez-vous que la plupart des Parvoviridae, qui infectent en tout cas les mammifères, sont des virus dépendants d'une co-infection par un autre virus. Donc des AAV, des virus adéno-associés, qui sont dépendants d'une co-infection par un adénovirus ou par un herpès virus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'une particule de AAV infecte une cellule en l'absence d'une infection par un adénovirus ou un herpès virus. Et d'ailleurs, c'est assez peu probable que la même cellule soit infectée par deux virus en même temps, deux virus différents en même temps. Donc, ce qui se passe plutôt chez les AAV, c'est que si l'AAV arrive en premier, il ne va pas se répliquer, mais il va intégrer son ADN dans l'ADN de la cellule infectée. Et cet ADN proviral restera sous forme latente jusqu'à la co-infection par un adénovirus ou un herpès virus. Donc la réponse E est également correcte pour les virus adéno-associés. Ok, donc on va reprendre à partir d'ici. Donc on avait passé en revue les différentes stratégies disponibles pour des virus à ADN, avec des virus à ADN avec des petits génomes qui sont extrêmement dépendants des enzymes de la cellule hôte et éventuellement des virus auxiliaires. Des virus avec des génomes un peu plus grands, comme les herpès virus et les baculovirus, qui sont indépendants pour plutôt qui codent pour des enzymes virales nécessaires pour la réplication de l'ADN. Donc ils sont un peu plus indépendants. Et finalement, les virus géants, enfin les très grands virus à ADN qui se répliquent dans le cytoplasme, et ils sont capables de le faire parce qu'ils codent dans leur génome toutes les enzymes nécessaires pour la transcription et la maturation des ARN messagers et tout ce qu'il faut pour la réplication de l'ADN. Ok, donc on va regarder d'abord l'étape de réplication du génome chez les différents virus à ADN qu'on avait regardé. Et une chose qu'il faut garder en tête, c'est que la réplication de l'ADN implique de multiples facteurs, de multiples protéines dans la cellule. C'est pas juste une ADN polymérase et bingo, ça réplique l'ADN. Non, il faut tout un tas de différentes protéines. D'abord, une protéine qui va se fixer sur l'origine de réplication du virus. C'est ça qui permet de répliquer préférentiellement l'ADN viral et ignorer l'ADN cellulaire. Ensuite, il faut une activité hélicase qui va dénaturer et déplier les deux brins d'ADN complémentaires à l'origine de réplication. Ensuite, une primase qui va synthétiser l'amorce en ARN. Une fois qu'on a cette amorce, on peut faire intervenir l'ADN polymérase. Et l'ADN polymérase ne fait pas tout seul non plus. Il faut un facteur de processivité pour permettre l'ADN polymérase d'avancer, une protéine pour se fixer sur l'ADN simple brin qui est déplacé. Donc, tout ça, c'est nécessaire pour la réplication de l'ADN. Et il faut des enzymes pour produire des substrats, c'est-à-dire une thymidine kinase et une ribonucléotide réductase
pour fournir des désoxynucléotides triphosphate. Et chez le virus herpès simplex, ainsi que chez tous les virus herpès, il y a des gènes dans le génome qui codent pour toutes ces différentes protéines impliquées dans la réplication de l'ADN. Donc chez le herpès simplex 1, la HHV1, ils portent des noms comme UL9, UL5, etc. Donc qui sont nommés comme ça un peu par rapport à leur positionnement dans le génome viral. Alors, donc, tout ça est codé dans le génome du virus herpès et du coup, ils sont indépendants pour leur application de l'ADN. Chez les petits virus à ADN, les polyomavirus et les parvoviridae, on a une protéine virale qui joue le rôle qui se fixe sur l'origine de réplication virale et qui va démarrer tout le processus en dépliant l'ADN. Et dans les deux cas, c'est la même protéine virale qui fait les deux choses. Donc on a une activité fixation sur l'origine et une deuxième activité de hélicase. Mais tout le reste, ce sont des facteurs cellulaires qui sont impliqués. D'ailleurs, facteurs cellulaires pour les polyomavirinae, éventuellement les facteurs du covirus qui infecte pour les AAV chez les parvovirus. OK. Le problème pour les polyomavirinae, c'est que la plupart des cellules différenciées ne se divisent plus et n'expriment pas énormément d'ADN polymérase, de thymidine kinase et toutes ces protéines nécessaires pour l'implication de l'ADN. Donc il faut activer le cycle cellulaire chez la cellule infectée. Et donc ça, c'est le rôle de l'antigène grand T chez les polyomavirinae, qui va se fixer d'une part sur la protéine P105RB, qui va démarrer le cycle cellulaire, ou pousser la cellule de l'étape G0, G1 vers la phase S, et P53 sera également fixé et puis inactivé pour inhiber la rentrée en apoptose de la cellule infectée. Alors, normalement, à la fin du cycle de réplication active d'un polyomavirus, la cellule infectée sera tuée par l'infection virale en libérant des particules virales. Mais chez des cellules qui sont non permissives, si vous vous souvenez, on a ces deux termes, susceptible et permissive. Une cellule susceptible permet l'attachement et l'entrée d'un virus. Une cellule permissive permet la réplication virale une fois que son génome est rentré. Donc si une cellule est susceptible mais non permissive pour une infection au polyomavirus, l'ADN rentre dans le noyau, il démarre l'expression de ces gènes précoces, notamment l'antigène grand T. Ça va pousser la cellule pour rentrer en cycle cellulaire, mais il n'y aura pas de formation de particules virales et pas de mort cellulaire induite par l'infection virale. Et du coup, on aura une cellule qui prolifère anormalement. Et ça peut être le début d'un processus de transformation cancérigène des cellules infectées par les polyomavirinae. Alors, cette nécessité pour les petits virus à ADN je devrais aussi dire que les polyomavirus humains ne sont pas des virus associés à des cancers humains très fréquents. Et ça, c'est parce que, étant l'hôte naturel de ces virus-là, on a normalement une cycle de réplication complet qui s'accomplit.
Mais il y a des cas où une partie du génome viral peut s'intégrer dans le génome de la cellule infectée, et puis on peut avoir une transformation cancérigène par certains polyomavirus. Mais c'est un truc rare. Hein. Alors, cette action des protéines précoces, des petits virus à ADN, est quelque chose qui est partagé. Donc, chez les polyomavirus, c'est la fonction de l'antigène grand T. Chez les adénovirus, ce sont des protéines précoces E1A et E1B qui fixent P105RB et P53. Chez les papillomavirus humains, ce sont les protéines précoces E6 et E7 qui ont des fonctions analogues. Et cette fois-ci, c'est quand même une source importante de cancer chez les femmes et également chez les hommes, parce que certaines espèces de papillomavirus humaines sont associées au cancer du col de l'utérus et une bonne fraction des cancers de l'oropharynx. Donc notamment le HPV 16. Et à la base de leur effet cancérogène, c'est une cycle de réplication qui n'est pas complète chez la cellule infectée, mais on a une partie du génome viral qui persiste avec une expression de ces gènes précoces E6 et E7 qui mettent les cellules infectées à proliférer. Donc c'est pas suffisant pour provoquer le cancer, mais c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire c'est le début du processus et on commence avec une sorte de néoplasie plutôt bénigne qui peut être enlevée par voie chirurgicale. Et plus que ça dure, plus les cellules dont la masse néoplasique vont accumuler des mutations et on va avoir tendance à devenir maligne. Ok, donc c'est pour ça que la vaccination contre le cancer de le col de l'utérus est basée sur la vaccination contre ces souches cancérigènes de papillomavirus humain. Ok, je n'étais pas censé raconter tout ça. Ok, donc comment ça marche pour donc l'antigène grand T démarre le cycle cellulaire chez les cellules infectées. Ensuite, ce qu'il faut faire, du point de vue du virus, c'est de diriger toutes les protéines cellulaires vers l'origine de réplication virale. Là encore, c'est le rôle de l'antigène grand T qui a une fonction de protéines de fixation sur l'origine OBP. Donc, deux hexamères de l'antigène grand T vont se fixer sur l'origine de réplication virale. On aura une action de hélicase qui va commencer à défaire les deux brins de l'ADN double brin. Et ensuite, encore une fois, l'antigène grand T va fixer la protéine de réplication A cellulaire qui va commencer à faire la première sorte de œil dans l'ADN double brin qui permet le recrutement de la primase et de l'ADNA polymérase alpha. Alors, le génome des Polyomaviridae, c'est un ADN double brin circulaire, comme un ADN plasmidique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on aura deux branches de réplication de l'ADN qui partent dans les deux sens. Et tant que cette boucle cette branche de réplication avance, on aura l'introduction de sur-enroulement dans le reste de la partie de l'ADN. Donc on le déplie comme ça et les parties d'ADN double brin qui restent vont se rouler sur eux-mêmes. Donc pour défaire tout ça, il faut de la topoisomérase cellulaire pour couper un brin d'ADN et passer l'autre bout à travers et puis refermer. Une autre chose qui peut se passer, c'est que à la fin de l'ADN de réplication de l'ADN, les deux copies vont être un petit peu entremêlées entre elles. Et à nouveau, il faut des topoisomérases cellulaires pour les séparer. Donc ce sont des facteurs cellulaires qui sont nécessaires à la fin de la réplication de l'ADN des polyomavirus. Ok, donc ça c'est pour les Polyomaviridae.
Pour les autres virus à ADN qu'on a regardés, et en tout cas les herpesvirus, les adénovirus et les parvovirus, leur ADN n'est pas circulaire, mais linéaire. Et ça pose un problème parce que lors de l'amorçage, lors de la réplication de l'ADN, l'amorce est en ARN, mais qui est dégradé à la fin de chaque cycle de réplication. Et ça pose un problème pour les molécules linéaires, parce que si on est en train d'éliminer l'extrémité du génome à chaque cycle de réplication, on finira par bouffer un petit peu des gènes qui vont être nécessaires. Donc, comment on fait pour éviter ce problème-là? Dans les chromosomes cellulaires, on a des télomères qui sont resynthétisés par la télomérase. Donc on rajoute des régions répétées à l'extrémité pour compenser cette perte de l'ADN aux extrémités d'une molécule linéaire à chaque cycle de réplication. Mais les génomes viraux n'ont pas de télomères, donc ils doivent trouver une autre façon d'éviter de perdre leur génome par grignotage à chaque cycle de réplication. Alors pour les herpesvirus, moi je trouve que c'est un peu de la triche, mais ce qu'ils font, c'est directement après l'entrée, l'ADN génomique qui est linéaire dans la capside virale va se circulariser, et du coup on évite le problème. Mais pour les parvovirus et les adénovirus, il y a des systèmes un peu particuliers avec des séquences répétées aux extrémités de la molécule d'ADN génomique qui permet de contourner ce problème de l'amorce en ARN. Et en fait, les parvovirus et les adénovirus ne se servent pas d'un amorce en ARN. Donc chez les Parvoviridae, le repliement des séquences aux extrémités, les séquences inversées répétées terminales, les ITR, ça permet d'amorcer la réplication de l'ADN sur un bout d'ADN du virus. Tandis que chez les adénovirus, la réplication de l'ADN utilise ou reconnaît une amorce protéique. Donc ça, c'est pas une fonction normale. Donc une ADN polymérase cellulaire ne va jamais reconnaître une protéine comme une amorce pour la synthèse de l'ADN. Et du coup, c'est pour ça que chez les adénovirus, pour que ce système fonctionne, il faut que le virus apporte et exprime son propre ADN polymérase. OK. Comment ça marche? En résumé, donc on a ce schéma du cycle de réplication. Si je peux bouger ça quelque part, je sais pas. Ouais, ok, on va mettre ça. Ouais, c'est mieux. Le cycle de réplication des virus adéno-associés qui vient de virosome. Alors, l'ADN viral dans la capside, c'est une molécule d'ADN simple brun, avec des deux extrémités qui sont complémentaires l'un avec l'autre. Donc on a une sorte de petite extrémité, l'extrémité forme un ADN double brun ici, et le reste est en ADN simple brun. Sauf que ces séquences-là sont aussi complémentaires avec elles-mêmes. Donc on a une sorte de équilibre entre cette forme-là, on poids la frire, et une forme où des séquences à chaque extrémité se replient sur elles-mêmes et forment une sorte de, je ne sais pas comment on appellerait ça, un truc en forme de T, avec une extrémité 3' ici. Et une fois que cette forme-là est livrée dans le noyau de la cellule, les systèmes de réparation de l'ADN de la cellule hôte vont reconnaître ça et reprendre ça comme une site d'amorçage, et ils vont recopier l'ADN ici pour former de l'ADN double brun et le recoller ici avec une ligation pour former cette forme intégralement en ADN double brun.
Alors, pour démarrer la réplication de l'ADN proprement dite, c'est là où la protéine virale REP arrive, REP 78-68, va se fixer ici, qui est l'origine de la réplication virale, va avoir une activité hélicase et qui va permettre aux enzymes cellulaires de commencer ce cycle de réplication virale. Pas vraiment important ou nécessaire d'essayer d'apprendre ça par cœur. Le truc essentiel, c'est que les séquences ITR permettent d'amorcer la réplication de l'ADN sans avoir une amorce en ARN. Alors, pour les adénovirus, si on regarde bien, l'extrémité 5' de chaque brin de l'ADN génomique est couplée à une protéine qui s'appelle la PTP, le précurseur de la protéine terminale. Et c'est cette protéine PTP qui va être fixée par l'ADN polymérase virale, cette fois-ci, pas l'ADN polymérase cellulaire. Et l'ADN polymérase virale va ajouter un cytosine à une molécule à la chaîne latérale d'une sérine. Sur la PTP. Et ensuite, ce complexe ADN polymérase virale PTP cytosine va pouvoir démarrer, se fixer ou déplacer un brin de l'ADN viral et démarrer la synthèse d'une première ADN brin complémentaire. Donc l'ADN polymérase virale va donc commencer à répliquer le brin complémentaire. Le brin qui est déplacé va se fixer, va être stabilisé par la protéine de fixation sur l'ADN simple brin du virus. Et à la fin de ce cycle de réplication, on aura une copie d'ADN double brin et une copie d'ADN simple brin. Alors, qui est associée à une protéine qui se fixe sur l'ADN simple brin. Sauf aux extrémités qui, encore une fois, sont complémentaires l'une avec l'autre. Donc, les deux extrémités de l'ADN simple brin vont s'hybrider et ça reforme une site d'initiation de réplication où, à nouveau, l'ADN polymérase virale et la PTP vont déplacer un brin et commencer à répliquer le deuxième brin complémentaire. Donc, on a l'ADN double brin qui est répliqué en deux fois. Donc, on a, disons, le brin plus qui est répliqué d'abord, et ensuite le brin en moins qui est répliqué dans un deuxième temps. Et tout ça parce que cela évite d'utiliser une amorce en ARN qui serait dégradée à la fin du cycle de réplication, et comme ça, à chaque fois, la réplication de l'ADN peut aller jusqu'au bout de la molécule linéaire. OK. Ah oui, attends, je vais revenir sur ça. Et le dernier exemple qu'on avait, c'est le bacillovirus, grand virus à ADN, mais encore une fois, c'est un génome circulaire. Donc du coup, il peut dégrader les amorces en ARN et puis les remplacer par l'ADN, il n'y a pas de problème. OK, donc pour les virus à ADN, une grande classe de médicaments antiviraux sont des analogues de nucléosidiques ou nucléotidiques, et notamment pour les herpès virus, oui, la HSV1, où on peut utiliser l'aciclovir comme inhibiteur de la réplication virale. Donc, quelle est la cible pharmacologique de l'aciclovir? Oui. Donc, je dois démarrer la question. Ah, c'est pas ça. Come back.
Le problème quand je peux pas splitter l'écran, c'est que vous voyez chaque fois ce que je suis en train de faire là. Oh, come back. Ok. Il n'y a pas énormément de votants, mais on va regarder quand même. Ok. Oh, ouais, la plupart, la cible pharmacologique, c'est l'ADN polymérase virale. Ok. Polymérase ARN virale, ça n'existe pas. Le virus utilise des ARN polymérase cellulaires pour exprimer leur gène. Primase virale, c'est une sorte d'ARN polymérase, mais c'est pas ça. Thymidine kinase virale, ça existe, mais c'est pas un inhibiteur de la thymidine kinase. Alors, comment ça marche, la cyclovir? Et en fait, c'est plutôt un analogue de la désoxyguanosine. Donc, le guanosine, c'est là. Et dans le désoxyguanosine, il manque le groupement hydroxyle en 2', n'est-ce pas? Donc, il faut... Attends, je suis en train de faire les bêtises. Ça, c'est le 2', ça, c'est le 3', ça, c'est le 5'. Ah oui, c'est ça. Ok, donc sur le désoxyguanosine, il manquerait cet groupement hydroxyle ici, n'est-ce pas? Oui, ok. Donc, c'est normal qu'il manque un truc ici, mais sur la cyclovir, il manque aussi le groupement hydroxyle en 3' qui est nécessaire pour la polymérisation d'une molécule d'ADN. L'autre chose à dire aussi, c'est que la cyclovir, c'est ce qu'on appelle un prodrogue, c'est-à-dire que il doit être transformé par des enzymes cellulaires pour le rendre actif. Et notamment, les ADN polymérases prennent pas ont comme substrat les désoxynucléotides triphosphates et pas les désoxynucléosides, n'est-ce pas? Or, ça c'est un analogue d'un désoxynucléoside. Donc, pour être pris en charge pour l'ADN polymérase virale, il doit d'abord être phosphorylé. Donc, la thymidine kinase virale va ajouter des groupements phosphate ici, en pensant que voilà, ça c'est la désoxyguanosine. Donc, il va rajouter les 3 phosphates ici, et c'est la forme triphosphorylée qui est prise en charge par la polymérase ADN virale. Donc, il va l'intégrer dans une chaîne d'ADN qui est en train d'être synthétisée. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas de groupement hydroxyle en 3', bah, il ne peut plus rajouter rien après. Donc, c'est ce qu'on appelle un terminateur de chaîne comme inhibiteur. Un peu comme les DDNTP que l'on utilise dans le séquençage de Sanger.
Ok, donc ça c'était un peu long comme explication. Donc l'autre question, pourquoi on n'a pas développé ce type de molécule pour les Papillomavioridae? Si j'arrive à activer la question. Ok. Ok, donc ça c'est ouvert au vote. Le deuxième. Oui, ça vote. Ok, qu'est-ce que vous dites? Donc sur 20 votes, oui, voilà, c'est ça. Les papillomavirus ne possèdent pas d'ADN polymérase viral. Donc ils se répliquent en détournant l'ADN polymérase de l'hôte. Donc il n'y a pas d'ADN polymérase viral. Donc un médicament ne peut pas bloquer spécifiquement l'ADN polymérase viral pour avoir une spécificité. Donc c'est l'avantage de l'aciclovir. Il y a un ADN polymérase viral qui peut être bloqué spécifiquement par un médicament et qui ne va pas toucher ou va pas inhiber très efficacement des ADN polymérase cellulaires. Tandis que pour les papillomavirus, on ne peut rien faire parce que le médicament qui sera efficace contre la réplication de l'ADN viral sera efficace contre la réplication de l'ADN cellulaire partout dans le corps. Donc on aura des effets secondaires importants. Ok. Donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai rencontré sur la réplication de l'ADN. Pour l'expression des génomes chez les virus à ADN, on a vraiment presque chez tous les virus à ADN une distinction entre les gènes précoces qui sont exprimés directement après l'entrée du virus et les gènes tardifs. Alors, les fonctions des gènes précoces, c'est d'abord pour modifier la biologie de la cellule hôte, par exemple en inhibant l'apoptose, pour empêcher la cellule infectée de se suicider avant que le virus se réplique. Souvent, certains gènes précoces vont contrôler l'expression d'autres gènes viraux et qui vont démarrer la réplication de l'ADN viral. Les gènes tardifs, leur définition fonctionnelle, un gène tardif, c'est un gène qui est exprimé après la réplication de l'ADN viral. Et ces gènes tardifs codent pour les protéines de structure de la particule virale et d'autres protéines qui sont impliquées dans l'assemblage et la libération de particules virales. Donc on a une grande distinction, gène précoce, gène tardif. Et le contrôle temporel de l'expression de ces gènes, c'est important pour n'importe quel virus à ADN. Alors, chez les Polyomaviridae, représentés par le virus SV40, le contrôle de gènes précoces et tardifs, c'est très très simple. Le génome, c'est un ADN double brin circulaire. On a l'origine de réplication ici, qui est également le site du promoteur pour la transcription des ARN viraux. Et on a sur un brin de l'ADN les cadres ouverts de lecture qui codent pour les antigènes T, petit et grand T, qui sont des gènes précoces.
Et sur l'autre brin de l'ADN, partant de ce site d'initiation de transcription, on a des gènes codant pour les protéines des capsides, VP1, VP2 et VP3. Donc, si l'ARN polymérase part, donc initialement pour la transcription des gènes précoces, l'ARN polymérase part dans ce sens-là, tandis que pour l'expression des gènes tardifs, l'ARN polymérase part dans l'autre sens. Donc, ce qui se passe initialement, c'est que l'ADN viral rentre dans la cellule infectée, et ce sont des facteurs de transcription de la cellule hôte, SP1 principalement, qui se fixent sur le site de l'origine de réplication, ou proche de l'origine de réplication. Et ça va démarrer la transcription des gènes précoces, les antigènes grand T et petit t. Après, l'antigène grand T sera exprimé et l'antigène se fixe à plusieurs sites sur le promoteur viral qui va plutôt avoir un effet pour inhiber la transcription dans ce sens-là, mais va permettre la transcription à partir de l'autre brin d'ADN, et donc la transcription des gènes tardifs. Donc c'est un système très très simple. L'expression de l'antigène grand T est nécessaire pour la réplication de l'ADN et est également nécessaire pour la transcription des gènes tardifs. Donc on exprime d'abord l'antigène grand T et c'est ça qui permet l'expression des gènes tardifs après. Pour les adénovirus, c'est un peu plus compliqué. On a un génome plus long, plus de cadres ouverts de lecture, plus de gènes à exprimer et plusieurs promoteurs qui sont utilisés pour exprimer ces différents gènes. Donc, on a un promoteur précoce immédiat qui est le premier promoteur qui sera transcrit, enfin, qui sera activé pour permettre la transcription des gènes du gène E1A. On a plusieurs promoteurs précoces et puis plusieurs promoteurs tardifs, notamment les LMP. Donc, initialement, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, des facteurs de transcription de la cellule hôte, NFI et OCT1 cette fois-ci, vont se fixer sur le promoteur précoce immédiat, qui est juste à l'extrémité du génome. Donc E1A sera la seule protéine virale exprimée à ce moment-là. E1A, si vous vous souvenez bien, se fixe sur le complexe P105RB, qui est associé au facteur de transcription E2F. Donc, l'interaction de la protéine virale E1A et la P105RB va libérer le facteur de transcription E2F, et ça joue un rôle très important pour permettre l'activation de tous les promoteurs précoces. Donc, indirectement, la protéine virale E1A permet l'activation de tous les autres promoteurs précoces. Donc, les gènes exprimés à partir de ces promoteurs précoces, ça va inclure, par exemple, l'ADN polymérase virale, la protéine PTP et la protéine qui se fixe sur l'ADN simple brin. Donc, les facteurs viraux nécessaires pour la réplication de l'ADN. Et après la réplication de l'ADN, les différents promoteurs tardifs seront activés, permettant l'expression des protéines de structure du virus et aussi les protéines nécessaires pour libérer des particules virales à la fin du cycle de réplication. Ah oui, ok. Donc pour voir si vous avez compris ça, je vous propose de imaginer cette situation. Donc vous avez un système de génétique inverse pour vos adénovirus. Donc vous pouvez jouer avec le génotype, vous faites ce que vous voulez, et ensuite vous transfectez ces constructions dans des cellules, vous voyez ce qui va se passer. Donc vous avez généré un adénovirus mutant qui n'a plus la protéine E1A. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais démarrer ça.
Ok, donc ça c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il y a plus d'une réponse possible. Oui, plusieurs réponses correctes dans cette question. Bon, n'hésitez pas à discuter avec le voisin, hein. Oh, le compteur est bloqué sur 22 votes. Ouais, 23. Ok, on va voir. Qu'est-ce que vous pensez? Oula, tout le monde pense que tout est vrai. Ah, tout n'est pas vrai dans l'histoire. Donc, on a la réponse 1 qui est majoritaire et les autres un peu moins. Ok, on va regarder ça. Alors, déjà, enfin, 1 ou A et C. Donc, entre A et C, l'un des deux ne peut pas être vrai. Okay, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. L'un des deux doit être faux, là. Parce que si C est correct, A ne peut pas être correct. Parce que C, ça veut dire qu'il n'y a aucun gène viral. A dit qu'il y a des gènes précoces qui sont exprimés. Entre A et C, la bonne réponse est C. La protéine EAA est nécessaire pour l'expression des autres des gènes précoces. Donc, si on a un virus délété pour la protéine E1A, bah, normalement, il ne peut pas exprimer d'autres gènes dans son génome. Donc, C est vrai et A est faux. L'option A est fausse. Ensuite, entre B et D, bah, vu que le génome est délété en E1A, et c'est le seul truc qu'il lui faut, si on utilise ce virus pour infecter une lignée cellulaire qui exprime le E1A, tout le reste doit bien fonctionner. Donc B est correct. Okay, donc on peut propager ce virus sur une lignée cellulaire qui exprime la protéine qui manque. Tout le monde comprend ça? Parce que lors de l'infection, le génome viral va arriver dans une cellule, la protéine EA1 est déjà présente, donc il peut démarrer l'expression des autres des gènes précoces. Donc B est correct et D est également correct. Donc dans une cellule normale, on n'aura pas l'expression des gènes viraux, mais si on remplace le E1A avec un promoteur et la GFP, ça doit être exprimé. Et donc, en effet,
c'est comme ça qu'on a fabriqué des vecteurs basés sur les adénovirus. D'abord pour la thérapie génique, mais plutôt maintenant pour les vaccins du style vaccin de AstraZeneca contre le Covid-19. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça a commencé par la délétion de la protéine E1A et remplacé par une cassette d'expression du gène qu'on veut exprimer. Et donc ça, c'était des vecteurs d'adénovirus de première génération. Bon, maintenant, on a optimisé un peu le système, mais à la base, c'est ça. OK. Alors, autre exemple pour les virus à ADN et le contrôle temporel de l'expression, ce sont des herpesvirus. Ah, mais je devais changer ça. Pareil, donc on a des gènes précoces et médias qu'on appelle des gènes alpha, des gènes précoces qu'on appelle des gènes bêta et des gènes tardifs. Donc les gènes précoces sont tous les facteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN viral. Les gènes tardifs sont les protéines de structure et tout ce qui est nécessaire pour la formation de particules et leur libération. Alors, immédiatement après l'infection de la cellule, ce sera des gènes alpha qui seront exprimés, contrôlés par un facteur viral qui s'appelle alpha-TIF, pour facteur d'initiation de la transcription, ou VP16. Alors, parmi les protéines alpha, on a la protéine alpha 4, qui est un facteur de transcription qui permet la transcription des gènes bêta. Les gènes bêta comprennent tout ce qui est en lien avec la réplication de l'ADN viral, et c'est la réplication de l'ADN qui permet la transcription des gènes tardifs, des gènes gamma. J'ai vérifié ce lien ce matin, il ne marche plus depuis un petit moment, donc ce n'est pas la peine de tester ça. Mais là, il y a un problème, c'est-à-dire que les gènes alpha ont besoin de alpha-TIF pour être exprimés. Mais les gènes alpha sont les premiers gènes à être exprimés. Alors, comment on peut avoir une protéine virale qui est déjà présente avant l'expression du premier gène viraux? Ça semble impossible, mais en fait, ça marche parce que alpha-TIF fait partie des protéines du tégument viral. Donc, si vous vous souvenez, chez les herpesvirus, on a une enveloppe lipidique d'un nucléocapside avec l'ADN double brin à l'intérieur et les protéines de tégument qui comprennent par exemple l'alpha-TIF. Donc lorsque cette particule-là va infecter une cellule, on aura la fusion membranaire et du coup l'alpha-TIF rentre là, rentre dans le noyau notre nucléocapside va arriver là-bas aussi. Il va se docker sur les ports d'entrée nucléaires et on aura notre ADN viral qui va se recirculariser et l'alpha-TIF est déjà présente pour démarrer la transcription des gènes alpha. Donc du coup, alpha-TIF, il est codé sur un gène précoce ou un gène tardif. Qui dit précoce? Une personne. Qui dit tardif? Tout le monde. Oui, exact. Bon, quelques-uns. C'est une protéine qui est présente dans la particule virale et les protéines de structure dans la particule virale sont exprimées sur des gènes tardifs.
Okay. Donc, une petite astuce utilisée par le virus HSV1 et d'autres herpès virus ont des protéines semblables pour démarrer l'expression des gènes viraux avec une protéine du tégument de la particule. Et dernier exemple, je pense, c'est la régulation de l'expression des gènes chez les baculovirus. Ça va être très important pour comprendre ce qui se passe en TP. Alors, ça c'est un cycle de réplication de l'ACNPV, le baculovirus que nous allons utiliser. Donc, la particule virale infectieuse, c'est une particule enveloppée avec une nucléocapside hélicoïdale. Et la glycoprotéine de surface s'appelle la GP64. Donc on a la fusion membranaire qui a lieu, donc le nucléocapside est livré dans le cytoplasme, ensuite transporté dans le noyau. On aura d'abord l'expression des gènes précoces. Parmi les gènes précoces, on aura l'ADN polymérase virale qui est responsable de la réplication de l'ADN. Après la réplication de l'ADN viral, on a l'expression des gènes tardifs et on aura notamment la GP64 et la nucléoprotéine qui permet de former la capside. Donc on aura la formation de capsides en forme de bâtonnet qui vont récupérer la GP64 à la membrane plasmique de la cellule et la libération de particules bourgeonnées dans le surnageant. Et en plus de ça, chez les baculovirus, on a une série de gènes dites très tardives qui permettent la formation de ces corps d'occlusion dans le noyau, qui sont responsables de l'effet cytopathogène caractéristique des baculovirus. Donc on peut se demander à quoi ça sert la formation de ces corps d'occlusion, parce que si on n'a pas ça, on a néanmoins la libération de particules virales infectieuses. Donc le virus, on ne voit pas pourquoi il fait ça. Et effectivement, en culture cellulaire, la polyédrine, par exemple, qui forme ces cristaux de protéines dans lesquels sont encastrées les particules virales, la polyédrine n'est pas nécessaire pour la réplication du virus en culture cellulaire. Voilà, moi je vais dire ça d'abord parce que c'est important. Mais néanmoins, ces protéines très tardives sont essentielles pour la réplication du virus dans la nature. Parce que ce qui se passe, c'est que les polyèdres sont ingérés par l'hôte naturel du virus, des larves d'insectes. Ces polyèdres se désagrègent dans l'intestin de la bête, et du coup on a la libération de particules enveloppées infectieuses qui infectent des entérocytes de l'insecte. Et finalement, une fois que ces cellules sont infectées, on a des cycles de réplication avec la libération de beaucoup de particules bourgeonnées qui vont affecter les autres cellules de l'insecte. Et on a l'expression des gènes très tardifs qui vont détruire totalement le corps de l'insecte et laisser juste une sorte de dépôt sur les feuilles dans laquelle on a ces corps d'occlusion libérés. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour protéger la particule virale de l'oxydation, un petit peu la protection des UV, pour qu'il reste infectieux jusqu'à ce que une autre larve va venir manger cette feuille contaminée. Donc normalement, lors d'une infection virale dans une population, il faut qu'il y ait une transmission d'un virus d'un hôte à l'autre. Et en dehors d'un hôte, la plupart des particules virales sont peu stables.
et perdent leur infectivité. Donc ici, pour les baculovirus, ils ont la possibilité de rester infectieux pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, en dehors de l'hôte, parce qu'ils sont encastrés dans ces polyèdres. Alors, donc, comment ça marche chez les baculovirus? 1 heure après l'infection, on a l'expression des gènes précoces immédiats, qui sont au nombre de 3. Donc, ces gènes précoces immédiats sont exprimés sous le contrôle de facteurs de transcription de l'insecte. IE 0, 1 et 2 sont des facteurs de transcription qui vont activer les promoteurs des gènes précoces. Parmi les gènes précoces, on a l'ADN polymérase virale, P35 qui est une protéine qui inhibe l'apoptose de la cellule infectée, P143 qui est une hélicase, et ce qu'on appelle les facteurs d'expression tardifs, les late expression factors, qui sont les sous-unités d'une ARN polymérase virale. Donc cette ARN polymérase virale va transcrire des gènes tardifs et très tardifs. Donc du coup, si on n'a pas l'expression des protéines IE 0 ou 1 et 2, on ne peut pas exprimer des gènes précoces. Si on n'exprime pas des gènes précoces, on ne peut pas répliquer l'ADN et on ne peut pas transcrire des gènes tardifs non plus. Alors, les gènes tardifs comprennent la glycoprotéine d'enveloppe, GP64, et la nucléoprotéine. Leur transcription est activée par la réplication de l'ADN et la présence de cette ARN polymérase virale. Et ils démarrent. Pour nous, là, il faut compter que dans le labo, ça va démarrer vers 24 heures post-infection, l'expression des gènes tardifs. Et la libération des particules bourgeonnées va être au bout de 2 ou 3 jours dans la culture. Alors, très tardif, à partir de 72 heures d'infection, on a l'expression des gènes, la polyédrine, ce qui va permettre la formation de ces corps d'occlusion dans le noyau que l'on pourra voir dans le microscope. Mais ce sont des gènes viraux très tardifs. D'accord ? Et les autres protéines très tardives qui sont exprimées sont par exemple la chitinase et la catepsine qui vont dégrader le corps de la pauvre insecte qui est infecté. Donc ces gènes ou ces enzymes très tardives, chitinase, catepsine, c'est ça qui va permettre de liquéfier le pauvre larve qui est infecté. OK. Donc pour la réplication des virus et l'expression des gènes chez les virus à ADN, alors ce qu'il faut retenir, donc une relation entre les stratégies de réplication et la taille du génome viral. Plus le virus a un génome petit, plus il sera dépendant des enzymes et des cofacteurs de la cellule hôte. Et justement, pour de nombreux petits virus ADN, l'activation du cycle cellulaire est absolument nécessaire. Pour les polyomavirus, pour les papillomavirus et pour les adénovirus. Et ça se traduit par un certain risque oncogénique, certainement chez les papillomavirus humains. Alors, la réplication de l'ADN, bon, si on a un génome circulaire, pas de problème. Si on a un génome linéaire, ça pose des problèmes. Et cela implique un certain tour de passe-passe avec des structures, des séquences répétées aux extrémités du génome des adénovirus et des parvovirus. Et pour l'expression des gènes, ok, on a chez les virus à ADN et pas vraiment chez les virus à ARN, la notion des gènes précoces et tardifs. Précoces directement après l'infection, tardifs, les gènes tardifs sont exprimés après la réplication de l'ADN. D'accord ? Ok. Donc, ça c'est la fin de ce cours. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je pense que je vais vous proposer 6 minutes de pause
là, 5 ou 6 minutes, on va reprendre à 40 et on continue sur l'autre cours juste après. D'accord?